comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour, passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, cette fois-ci, le SATCOM des États-Unis a procédé à une déclassification d'une autre vidéo concernant ce qui s'est passé dans, cette guerre qui continue de s'étendre. Passons aux détails de ce qui se passe. Ils assurent que les capacités militaires des Iraniens diminuent, mais les attaques des Iraniens continuent, tout comme les avertissements. Passons aux détails de une image qui attire l'attention cette fois-ci, selon ce qui a été rapporté. Un drone, ceci se passe en mer Noire. Regardez jusqu'où le drone est en train d'aller. Cela, contre ce qui serait l'amiral Grogorich, non? C'est donc l'un de ceux-ci, disons, des forces russes qui se trouvent là-bas en Crimée, non? Selon ce qui a été rapporté pendant la nuit. Les forces ukrainiennes, spécialisées dans les systèmes sans pilote, ont attaqué l'amiral Grogorich, une frégate à missiles guidée une grande importance pour cette région. Cela s'est plutôt passé à l'aéroport de Novorossiysk. Ce n'était pas en Crimée, parce qu'en Crimée, ils sont partis de là depuis longtemps. Cela s'est passé à Novorossiysk, déjà en territoire russe. Là se trouve le navire, disons, n'est-ce pas? Cela fait aussi partie des attaques dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aussi, ces images, d'après les rapports, proviennent du sud de la Russie. Les flammes, de ces incendies qui se produisent après des explosions qui ont eu lieu sur le navire dont je vous parle, n'est-ce pas? C'est ce navire-là, celui qu'on voit au fond en train de brûler. Ça aussi, ça fait partie de ce qui se passe. Et regardez, ça c'est la réponse, vous voyez? C'est la réponse à d'autres drones en route. C'est aussi ce qui se passe dans cette région du monde. Et une autre des images qui attire l'attention, c'est cette quantité de colonnes d'incendie, n'est-ce pas? Qui se produisent, selon ce que rapporte Open Source Intel, ce compte de renseignement qui dit qu'il y a eu de fortes explosions. Est-ce qu'ils en sont informés? D'après ce qu'on peut observer, ce serait dans la capitale. C'est Baïd qui a publié cela, une personne qui s'appelle Baïd. On sait qu'il a publié. Il faut donc préciser qu'il a fait et regardez cette fois-ci, écoutez ceci. D'accord. Ce que vous entendez là serait une énorme fuite de gaz, c'est quelque chose qui n'a pas explosé. D'après ce qu'ils rapportent, ils en sont informés. Pendant 30 minutes, on entendait la fuite d'une conduite principale de gaz qui aurait été endommagée. Cela a généré des odeurs très fortes en Iran, à Téhéran, une odeur de gaz et de soufre, d'après ce qu'ils rapportent. Aussi, il y a eu un glissement de terrain, cela à Iturbide, ici au Nuevo León, tout près d'ici, ce glissement de terrain s'est produit. Cela attire aussi l'attention. Ces derniers jours, c'était hier qu'ils ont signalé cela. Aussi, cela s'est passé à Durango, ici au Mexique. Une forte grêle et une tempête ont frappé cette région. Aussi, cette image, écoutez ceci. Bon, le son est très faible, mais d'après les rapports, cela se passerait à Tel Aviv. Des missiles iraniens auraient attaqué différents points de la capitale là-bas en Israël, selon ce qui est rapporté. Les services d'urgence ont été actifs. D'après ce qu'on sait, certains incendies ont également été signalés à certains endroits, faisant partie de ce conflit qui continue de s'étendre. Une autre image attire également l'attention, c'est celle-ci. La voilà. Dans la zone appelée la centrale énergétique de Babco à Baran, un dépôt de stockage aurait été attaqué, il aurait été incendié et, cela fait aussi partie de ce qui se passe. Les attaques contre les pays du Golfe continuent et ce genre de problème persiste. Aussi, ce que nous voyons ici est une attaque de la marine des États-Unis qui aurait touché, selon les rapports, K0 dans la province de. Il s'agit d'une garnison des forces spéciales des gardiens de la révolution iranienne. Selon les rapports, l'attaque ou ce qui a suivi l'attaque a provoqué ce qui ressemble à du brouillard, mais ils disent que ce n'est pas du brouillard, c'est de la fumée. Des attaques qui auraient été menées par la coalition entre les États-Unis et Israël. C'est aussi une attaque, apparemment, avec des avions de chasse très proches d'ailleurs de cette zone. Là où le pilote a été retrouvé, cela fait aussi partie de ce qui se passe. Il y a aussi, en ce moment, selon la chaîne 12 qui aurait signalé une série d'attaques, 8 heures d'attaques contre Haïfa.
Il parle de 8 heures de... Des opérations ont été menées pour identifier et évacuer les éventuelles victimes dans cette zone. D'ailleurs, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien, c'est intense. En vérité, ce week-end, d'ailleurs, parmi ces images qui ont circulé, il y a une image d'un séisme qui a eu lieu aux Philippines, où l'on peut voir ce qui s'est passé. Là, on voit le mouvement, regardez chez vous dans la... Sur le côté gauche, en fait, des rangs, on voit ce mouvement assez intense, ce n'était pas si terrible en termes d'activité. En termes d'intensité, c'était un 5,4 d'après les rapports, mais on voit bien ici que ça a fait peur aux personnes qui se trouvaient à cet endroit. On voit le mouvement, ça a duré un petit moment. Voilà, c'est le sujet, et bon, c'est aussi une image qui a attiré l'attention. Cette image, voyons si je peux la mettre ici. Ce que nous voyons ici, ce sont ces petites plantes. Elles ne sont pas éclairées, la lumière qu'on voit sur elles est une lumière qu'elles génèrent elles-mêmes. Qui a été générée? Regardez, ici on le remarque un peu plus. Selon ce que rapporte Nexta, les scientifiques chinois ont créé des plantes qui brillent dans l'obscurité. Cela, eh bien, ça fait très film de science-fiction, comme Avatar. Non, selon ce qu'ils rapportent, ils ont inséré des gènes de lucioles et de champignons, ce qui a permis aux orchidées, aux tournesols et aux chrysanthèmes d'émettre de la lumière par eux-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'électricité, seulement d'eau et de soins. Ces plantes sont déjà à l'étude, comme une alternative à l'éclairage public dans les parcs et les espaces publics. Imaginez que vous arriviez soudainement dans une ville. Vous arrivez dans une ville où tous les jardins brillent d'eux-mêmes. Soudain, il y a une panne de courant et vous avez quand même un peu de lumière au moins. Oui, c'est impressionnant ce qu'il montre. Une autre image qui attire aussi l'attention est la suivante. Eh bien, l'image de Moctava Khan. J'ai marché, mais bon, c'est une fausse image créée avec l'intelligence artificielle, et voilà, ce sont les choses que publient les membres de la garde révolutionnaire. Ils le montrent marchant avec de nombreux effets et une musique cinématographique. Non, celle-là, je ne vais pas la montrer ici, mais oui, elle attire l'attention et il arrive là, soi-disant, à un ascenseur. Un truc comme ça qui s'ouvre et il y a là des cartes, non ? Et ce ne sont pas n'importe quelles cartes, ce sont les cartes qui sont là au fond, non? Là où, soi-disant, arrive cette animation qu'ils ont faite de Moctava. Au fond, sur la carte, on voit la centrale nucléaire de Dimona, qui n'est pas vraiment une centrale nucléaire, mais c'est plutôt un réacteur. C'est-à-dire, ce n'est pas une centrale électrique, mais plutôt un réacteur qui est utilisé, en théorie, pour tout ce qui concerne les armes nucléaires d'Israël à Dimona. Rappelle-toi, il y a déjà eu une attaque là-bas. Eh bien, ils mettent la carte comme pour dire que ce qui va suivre, c'est attaquer cette centrale nucléaire. Eh bien, ça fait aussi partie de ce que montrent ces images. Au fait, passons au point suivant. Il est certain qu'il rapporte que cet individu aurait été éliminé, un personnage que nous avons déjà mentionné plusieurs fois ici, car c'est une figure clé pour les Iraniens, n'est-ce pas? Il rapporte sûrement cela, ainsi que le compte officiel de la FDI, les forces de défense israéliennes. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Imaginez, le chef du renseignement aurait été éliminé, l'un des commandants les plus hauts gradés. Des gardiens de la révolution islamique. Il avait accumulé une vaste expérience au fil des années. Kademi a travaillé à promouvoir des attaques terroristes dans le monde entier, et il était responsable de la surveillance des civils iraniens dans le cadre de la répression du régime contre les manifestations qui ont eu lieu dans ce pays. Eh bien, un personnage vraiment redoutable. C'est un personnage qui avait échappé à la frontière depuis longtemps. Les forces israéliennes, parce qu'il faut rappeler qu'Israël a eu cette stratégie de chercher à éliminer certaines figures qu'ils savent non seulement être clés, mais aussi ces individus qui soudainement génèrent non seulement beaucoup de dégâts, mais qui ont aussi déjà planifié des attaques à très long terme pour l'avenir. Ce sont donc des personnages qui opèrent pour l'avenir, à plusieurs niveaux, qui s'infiltrent dans d'autres pays, etc., etc.
On avait déjà été averti au sujet de cet individu il y a quelque temps. Ce n'est pas le seul qu'on s'attend à voir éliminé. Il y a plusieurs personnages qui sont à ce niveau du renseignement, niveau de planification et d'opération militaire. C'est pourquoi la chute de cet individu est si importante. D'ailleurs, les Iraniens envoient aussi des messages très forts. Regardez la suite. Rosa. Elles sont armées. Nous allons écouter l'audio. Le voilà. Non. Il s'agirait de répondre à toute attaque de ce type de manière réciproque. Nos forces armées ont clairement indiqué qu'en cas d'attaque contre l'infrastructure de l'Iran, nous répondrions de la même manière. Nos forces armées viseraient toute infrastructure similaire appartenant ou liée d'une manière ou d'une autre aux États-Unis ou qui contribuerait à leur acte d'agression contre l'Iran. Ce n'est pas quelque chose que nous ferons volontairement ou de notre propre chef. Ceci fait partie de nos mesures de défense contre leur acte illégal. Je pense que le peuple américain a compris que ce n'est pas sa guerre, c'est une guerre choisie par les administrations des États-Unis, peut-être au nom d'un régime génocidaire. Eh bien, c'est le message de l'Iran. C'est-à-dire, l'Iran dit d'abord qu'il ne veut pas négocier. C'est un point qui, je pense, est assez clair. Parce que hier soir, nous n'avons pas pu diffuser, mais hier, il commentait précisément cela. Les États-Unis disaient « Nous sommes déjà en train de négocier un cessez-le-feu de 45 jours ». Quelques heures plus tard, à l'aube, le message des citoyens est apparu. De quoi parlez-vous ? Qui a dit que nous négocions ? Nous ne sommes pas en train de négocier et cela ne nous intéresse pas de négocier. Dans les prochaines heures, il va y avoir, non pas une escalade, ils assurent que c'est déjà, peut-être la bataille finale, non ? Je ne sais pas si on peut appeler ça la bataille finale, mais c'est le message qui circule, non ? D'une supposée bataille finale. Alors, voyons ce qui se passe. Parce que, voyez-vous, aussi bien les États-Unis que l'Iran se préparent pour la prochaine bataille, qui aura lieu dans quelques heures, parce que là-bas, le jour suivant est sur le point de commencer. Voyons, il est 11-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est environ 7 heures du soir là-bas. Ça doit être à peu près ça, dans quelques heures de plus, il sera déjà minuit. Et à partir de minuit, en théorie, le conflit commencerait. Les États-Unis et l'Iran sont au bord d'une escalade militaire directe, si les négociations diplomatiques échouent dans les prochaines heures. Cela passera à un autre niveau. Le détroit d'Ormuz, on en parle tout de suite, mais il reste fermé. Non seulement il reste fermé, mais ils disent aussi qu'il y a un nouvel ordre dans le détroit d'Ormuz. Ils utilisent ce terme. Donald Trump a multiplié les ultimatums, vous savez comment il est. Et il a dit, logiquement, dans les prochaines heures, mardi, ils ont déjà un plan. Et donc, ils ont déjà planifié quels sont les points qu'ils vont bombarder. Il semble que... il n'y a pas de négociation. Les Iraniens eux-mêmes disent qu'il n'y en a pas et qu'ils se préparent pour la prochaine opération. C'est comme ça qu'ils continuent d'attaquer et des images d'attaque contre Bahreïn et les Émirats arabes continuent d'apparaître. Aujourd'hui, nous allons en parler. Il y a déjà des pays qui... face à ce qui se passe, ils ont dit que la prochaine opération sera... il s'agit déjà de guerre, plus de diplomatie, parce que jusqu'à présent, les pays arabes ont fait preuve de beaucoup de patience dans le sens où ils n'ont pas attaqué officiellement. Ils n'ont pas lancé d'attaque, ils n'ont pas envoyé d'avions, ils n'ont pas envoyé de missiles. Ils ont insisté sur leur refus, mais après tant d'attaques, il semble n'y avoir aucune autre issue. Certaines images ont particulièrement retenu l'attention. L'attention se porte sur ces missiles qui, selon les rapports, ont été vus en direction d'Israël pendant la nuit. Un sujet dont on parle beaucoup à cause de toutes ces images, mais apparemment non, parce que même s'il est vrai qu'on parle d'attaques constantes, hier par exemple, il y a eu des attaques contre 4 pays qui ont pu être confirmées. Il semble qu'il y ait au moins un 5e pays, mais au moins Israël, les Émirats arabes unis, le Koweït.
Ils auraient été attaqués là-bas. Pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, je n'ai reçu aucun rapport de cette région. Du moins pour la journée d'hier, le 5 avril aujourd'hui, nous sommes le 6. Alors, bon, allons-y, passons au point suivant. Comment allez-vous, Salud, Isaïbara, comment va Rosalinda, Eliseo, toute la communauté qui est connectée? Merci beaucoup. Préparez votre café. Si vous venez d'arriver, nous ne faisons que commencer, il y a beaucoup d'informations sur ce qui se passe ici et sur d'autres sujets. Évidemment aussi. Vous vous souvenez de cette affaire d'une femme âgée qui est enlevée, n'est-ce pas? Nancy Guthrie. Eh bien, il y a des informations sur ce qui se passe dans cette affaire. Il y a aussi des informations sur ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée du Nord. Il y a un rapport de renseignement très intéressant. Il y a aussi un rapport sur ce qui se passe lors d'un supposé incident aérien en Russie où il y a un personnage impliqué. Clé pour les militaires, n'est-ce pas? Tu ne sais plus si c'était un incident ou autre chose. On en parlera aussi en détail tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais bon, en attendant, voyons tout ce qui se passe autour de ce sujet. Israël, Iran, États-Unis, toute cette affaire, n'est-ce pas? Passons aux détails. Récemment, il a été affirmé que l'AIEA a identifié une nouvelle installation souterraine d'enrichissement à Ispahan. Pouvez-vous nous en parler? Non. L'Iran l'a déclaré l'an dernier. Ils ont déclaré qu'il y en avait une. C'est une nouvelle installation et nous avons demandé un accès immédiat. On nous a accordé l'accès, mais nous ne sommes jamais arrivés car la guerre de 12 jours a commencé. Et c'est pourquoi nous n'avons pas pu voir de quel type d'installation il s'agissait, si c'était un trou vide ou un endroit déjà équipé de centrifugeuses et de cascades. Donc nous devons encore le voir. Donc, Quelle preuve avez-vous qu'il y a une installation d'enrichissement sur ce site? aucune. Je fais référence à la déclaration de l'Iran sur l'existence d'une installation et à notre demande. C'est déjà un objet d'intérêt. Attention, c'est une interview que Raphaël Grossi a donnée, avec un extrait, évidemment. C'est une interview pour PBS, d'ailleurs, si vous voulez la voir en entier, elle est disponible. Mais je crois que le plus important, ce sont ces secondes-là. Il dit non, nous n'y sommes pas allés car l'accès aux installations nucléaires nous a été refusé. Nous ne les avons pas vues, c'est l'Iran qui les a exhibées. Et c'est pour cela qu'on sait qu'elles sont là, tout simplement. Aucune information supplémentaire n'est disponible. C'est très intéressant et important, c'est pourquoi il dit que c'est un sujet d'intérêt. Puisque si vous l'avez déclaré, eh bien maintenant vous devez nous laisser aller voir là-bas. Enfin, si vous le voulez, n'est-ce pas? Sinon, une alerte s'est lancée. Là-bas, il y a des installations nucléaires dont l'utilité nous est inconnue. Et donc, il se pourrait qu'ils soient en train de faire de l'enrichissement. Il y a eu d'autres visites dans d'autres régions où l'on a pu détecter des traces. Et c'est grâce à cela que l'on sait que l'enrichissement a atteint 60% parce qu'on a trouvé des traces de ce niveau d'enrichissement. Mais dans le cas d'Ispahan, cela veut dire que c'est un mystère total. Cela signifie qu'il pourrait en avoir un enrichissement à 90% et une arme nucléaire prête sans qu'on le sache. Ou peut-être qu'ils n'ont rien. C'est-à-dire... Mais c'est ça. Autrement dit, nous sommes dans le flou concernant l'Iran dans cette zone. Et cette partie serait xylographique. Mais à un moment donné, pendant le conflit, peu importe, ouvrir l'accès à cette zone et voir ce qui s'y passe. Parce qu'il semble maintenant que les choses peuvent être vues sous de nombreux autres angles. On pourrait voir, par exemple, une perspective où l'on se dirait « Tiens, et si tout ce conflit servait justement aussi à... Eh bien, cacher cette partie ou au contraire, pour l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a là-bas. » Et il aura vu. Dans ce cas, le renseignement israélien, s'ils ont réussi à entrer là-bas, ou le renseignement américain, ou celui d'un autre pays. Ils ont peut-être vu quelque chose. Et si c'est le cas, alors cela devrait être partagé afin de mieux comprendre cette situation. Mais c'est très... En tout cas, moi je trouve cela très intéressant, ce que dit Raphaël Grossi. C'est-à-dire... Eh bien, cela reste un mystère. Et s'il n'y a rien? Eh bien, que dire? Quelle erreur énorme!
Ça me semblerait venir d'Iran parce qu'au bout du compte, tu serais en train de justifier quelque chose que tu sais qui va entraîner un conflit, juste pour faire peur à l'autre. Je veux dire, ça peut marcher pour un temps, mais après, eh bien, à un moment donné, non. Mais ça, on le saura avec le temps. On ignore ce qu'il y aura là-bas. Savoir qu'on n'est pas allé précisément à cet endroit m'intrigue encore plus. Je trouve cela très intéressant. Parmi toutes ces réactions qui ont lieu, il y a un commentaire qui vient d'Israël à propos du sujet. Pour le pétrole, nous écouterons. Israël a frappé avec force la plus grande usine pétrochimique d'Iran, responsable de la moitié de ses exportations, après avoir déjà touché la deuxième installation principale la semaine dernière. À présent, les deux installations, qui ensemble sont responsables d'environ 85% des exportations pétrochimiques de l'Iran, sont hors service et ne sont pas opérationnelles. C'est un énorme coût économique de plusieurs milliards. Le régime iranien, l'industrie pétrochimique finance la garde révolutionnaire et sa puissance militaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi-même avons donné l'ordre aux forces de défense israéliennes de continuer à frapper de toutes leurs forces les infrastructures nationales du régime terroriste iranien. Le régime terroriste iranien découvrira que la poursuite de l'agression contre Israël et le tir lâche et criminel contre les citoyens israéliens entraînera des dommages économiques et stratégiques encore plus importants que le régime devra payer, ainsi qu'un affaiblissement de ses capacités. Je remercie les courageux commandants et soldats des forces de défense d'Israël pour leur travail et leur bravoure sur tous les fronts. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans ces réactions. Eh bien, d'un côté comme de l'autre, nous allons voir au fur et à mesure que le direct avance. Mais si tu suis ce direct, je te demande de liker, de partager. Tu sais déjà, non ? Tu peux soutenir de plusieurs façons, mais je pense que ces deux-là sont très faciles, non ? Et bien sûr, merci à ceux qui le font. Un autre sujet très intéressant aussi, c'est que, eh bien, parmi toutes ces réactions que nous observons, eh bien, Donald Trump réagit constamment avec colère à tout ce qui se passe. Écoutez ce qui suit. Donc, je suis très en colère contre un certain groupe de personnes et ils vont en payer le prix fort. Mais le peuple iranien se battra dès qu'il saura qu'on ne va pas lui tirer dessus et dès qu'il pourra se procurer des armes. S'ils avaient des armes, pas beaucoup. S'ils avaient des armes, ça irait dans l'autre sens. Et tu sais ce qui se passerait? L'Iran céderait immédiatement, ils ne pourraient pas le supporter. Mais en Iran, ils n'ont absolument aucun type d'armement. Et on leur a dit directement, si vous sortez, si vous allez dans les rues, vous serez tués. Jusqu'à ce matin, et nous tenons cette information de source très fiable, 45 000 manifestants ont été tués. C'est assez grave. 5 présidents, vous savez que les 45. Eh bien, c'est une partie du commentaire. Cela concerne plutôt l'affaire de l'Iran. Aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres réactions de Trump. Mais cela concerne l'affaire de l'Iran. En y pensant, j'imagine qu'ils sont déjà là. Il y a deux possibilités. Soit ils interviennent avec des troupes, soit ils se retirent, mais cela provoquerait plus de problèmes internes. Et ici, ça ressemble à ça, non ? On dirait que, bon, on ne veut plus continuer la guerre, mais on va quand même donner des armes à un groupe, à certains groupes qui sont là-bas. Mais c'est difficile, vraiment difficile. Ce n'est pas impossible, mais je trouve cela difficile. Protester en tant que civil est une chose, s'organiser en groupe militaire en est une autre. Mais bon, qui sait, non ? Qui sait ? Les Kurdes pourraient être un groupe qui est peut-être mieux organisé dans ce sens-là. Mais bon. Passons à d'autres sujets aussi. Dans tout cela, les médiateurs auraient poussé un supposé cessez-le-feu de 45 jours, mais en même temps, on peaufine ce qui serait déjà une opération à l'intérieur de l'Iran. Et Israël, par exemple, juste pour vous donner un exemple, est loin de toute négociation. South Pars a été attaqué. Vous vous souvenez de South Pars ? Cet endroit dont le nom ressemble à South Park. Bien. C'est la zone avec le plus de gaz et de pétrochimie que possèdent les Iraniens eux-mêmes.
Attaquer cette zone, comme on le voyait sur certaines des images du début, eh bien ça montre vraiment qu'on ne pense pas à une véritable négociation, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est près des centrales nucléaires. Voyons où c'est. Voilà, c'est la partie, disons, sud de l'Iran. Voilà, ça c'est à l'intérieur de l'Iran. C'est vraiment tout au sud. Et selon ce que rapporte le ministre de la Défense des des Israéliens, il y aurait eu une nouvelle attaque contre South Pars, qui est la plus grande usine pétrochimique et gazière d'Iran, considérée comme le cœur énergétique du pays. L'installation située à Assalouye produit environ 50% de la pétrochimie de l'Iran, donc cette frappe a un impact économique direct, selon le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz. Les 2 principales usines pétrochimiques iraniennes ont été attaquées et sont hors service. Ces installations représentent près de 85% des exportations pétrochimiques de l'Iran, ce qui signifierait également des pertes de plusieurs milliards de dollars. Eh bien, c'est aussi ce qui se passe avec ce conflit, n'est-ce pas? C'est une perte de plus en plus importante, de plus en plus forte. La question du pétrole, la question du gaz, de l'hélium et d'autres problèmes, d'autres sujets comme les produits pétrochimiques, n'est-ce pas? Le pétrole continue d'augmenter. Ça n'a pas cessé, heureusement ça s'est arrêté à un moment. Pendant la nuit, il semblait que ça allait baisser ici, ça allait 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 ici, ça allait, et finalement c'est resté plus haut, comme ça a clôturé vendredi. Ceci c'est vendredi. C'est ici que ça a clôturé. Ça a ouvert, et ça a ouvert en baisse. Pourquoi? Ils ont donné beaucoup de bonnes nouvelles, surtout pour le prix du pétrole. À l'OPEP, ils se sont mis d'accord pour produire plus, que le Japon insiste sur le fait qu'ils ont beaucoup plus de pétrole, qu'il allait y avoir un accord de 45 jours pour un cessez-le-feu. Donc ils ont tout rassemblé et ils nous l'ont annoncé d'un coup dans la nuit. Ils ont dit que ce n'était que des nouvelles, en théorie positive, pour faire baisser le pétrole, le prix du pétrole, et ce n'était pas suffisant. Et les heures ont passé. Maintenant, on voit les attaques, on voit les réactions, on se rend compte qu'il n'y a pas de négociation. Il y a une attaque sur ce sujet. C'est pourquoi l'attaque d'Israël spécifiquement contre cette zone de Bushehr est importante, parce qu'ils attaquent cette zone de South Pars. Comme nous l'avons vu au début avec le commentaire fait par par l'Iran, sur ce sujet. Voilà où nous en sommes. J'ai déjà fermé la vidéo, mais le commentaire que nous avons mis au début où l'Iran disait « Écoutez, l'attaque va se faire de manière réciproque. » C'est-à-dire, si c'est nécessaire, le ministre des Affaires étrangères, regarde, voici déjà la vidéo qu'on regardait. Vous vous souvenez? Le ministre des Affaires étrangères disait « Lui, c'est le porte-parole. Ce n'est pas le ministre, mais c'est le porte-parole. » Ce personnage disait cela parce que le ministre, c'est Abbas Araghchi. Lui, c'est Ismail Baghail, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il disait en gros que ils répondront de façon réciproque. Si des installations nucléaires sont attaquées, ils viseront aussi des sites nucléaires ou pétroliers si ce sont eux qui sont touchés. C'est-à-dire, ils vont répondre soi-disant de cette façon. Non, c'est le message qu'il aurait donné. C'est pour ça que c'est important. L'inquiétude autour du pétrole, du gaz et tout ça est intéressante parce qu'ils disent que s'ils attaquent déjà cette zone, évidemment, on s'attend à une réaction dans ce sens. Non, c'est ça le sujet, pas là. Et bon, eh bien passons à d'autres points également importants. Mais Marco Rubio réprimandait Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, pour avoir conclu un accord de défense sans obtenir la permission des États-Unis. Ils sont contrariés. Ils sont contrariés. Nous vivons dans un monde où les superpuissances ne sont plus aussi fortes et les faibles ne sont plus aussi faibles. Cela déroute tout le monde, surtout les grandes puissances. Donald Trump voit les actions ukrainiennes et dit qu'ils auraient déjà dû se rendre pour que je puisse négocier avec Poutine. Pourquoi est-ce un obstacle? C'est le cas. Ce Bill Browder, un financier, est, un activiste. Son commentaire n'est pas très intéressant.
Nous vivons dans un monde où les grandes puissances ont perdu de leur puissance et les pays faibles de leur faiblesse. Il a donc parfaitement compris cela, et cela ne fait pas forcément référence à l'Iran, mais plutôt à l'Ukraine, mais en réalité, cela s'applique à de nombreuses guerres, Cela concerne le Pakistan et l'Afghanistan. Cela s'applique donc à l'Ukraine, à la Russie. Cela s'applique aussi à ce dont tu parles. Bien. Dans le cas des États-Unis, eh bien, Israël aussi, militairement parlant, technologiquement parlant. Mais à ce jour, plus d'un mois s'est écoulé. Eh bien, ça ne semble pas. Je veux dire, dans le cadre de la bataille, les États-Unis ont effectivement été très supérieurs dans les attaques. Mais c'est au niveau de la stratégie que les choses sont différentes. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Iran subit la pression de ne pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Et regardez ce que dit l'Iran à ce sujet. Entrons dans les détails. L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz ne sera plus jamais comme avant, aussi catégorique que cela. C'est une menace directe envers ce qui se passe dans la guerre au Moyen-Orient. La garde révolutionnaire iranienne affirme préparer ce qu'ils appellent un nouvel ordre dans le golfe Persique, suggérant des changements dans le contrôle maritime et commercial régional. Que se passe-t-il après l'ultimatum de Donald Trump pour rouvrir le détroit ? Les États-Unis attaqueront l'infrastructure énergétique iranienne. Donald Trump a déclaré que l'Iran pourrait perdre ses centrales électriques et ses ponts, l'ayant répété hier. Ils ont évoqué un accord, mais aussi la destruction des centrales électriques et d'un autre pont. Le trafic maritime dans la région a chuté de 90% depuis le début du conflit, ce qui affecte déjà le prix du pétrole, voire provoque des pénuries. L'Iran, surtout en Asie, a annoncé qu'il imposerait des taxes aux navires passant par le détroit et qu'il exigerait le paiement dans sa propre monnaie, le rial, tout en interdisant le passage à tous les navires d'intérêt pour les États-Unis ou pour Israël. Pendant ce temps, les États-Unis ont mené des opérations militaires à l'intérieur de l'Iran pour secourir ce pilote, dont nous avons déjà vu à peu près comment tout cela s'est passé, et ils annoncent qu'ils vont donner une conférence aujourd'hui à ce sujet. Je pense qu'il y aura sûrement un commentaire bientôt. Il me semble qu'il était 1h à Washington quand cette annonce devait être faite. Voyons quelle heure il est là-bas. Peut-être que ça va tomber maintenant. Il est 1h25 à Washington d'ici. Peut-être que maintenant, si la conférence est déjà en train de se terminer ou quelque chose comme ça, on en parlera à la fin du direct. Voyons ce qui s'est passé là-bas. Salut Roble, comment vas-tu Eliseo ? Eugenio, comment voyez-vous les choses dans cette affaire ? Allons-y donc sur plusieurs sujets, parce que les Émirats arabes unis donnent déjà leur accord au conflit, ou ils acceptent déjà qu'ils vont devoir entrer dans le conflit ou dans ce qui sera décidé. Autrement dit, si c'est une question de dialogue, alors dialogue. Si c'est une question de conflit, alors conflit. Mais les Émirats arabes unis assurent qu'ils sont déjà prêts à prendre des actions ou des mesures, quelles que soient les mesures nécessaires. Ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est bien ça ? Voyons les détails, d'accord ? Parce que, eh bien, c'est intéressant tout ça. Et bon, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez, non ? Surtout si vous êtes nouveau ici et qu'on ne vous connaît pas encore. Eh bien, laissez un commentaire pour dire d'où vous venez. Je sais qu'ici, je reconnaissais déjà certains d'entre vous, non ? Que ce soit en Espagne, à Cuba, au Mexique, aux États-Unis, non ? Bon, passons donc au sujet suivant. Les Émirats arabes unis annoncent qu'ils vont se joindre à toute initiative que les États-Unis présenteront dans l'idée d'ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire par la force, ou selon une certaine stratégie. Cette déclaration représenterait un tournant pour Abu Dhabi, pour les Émirats arabes unis, qui passeraient de médiateurs à possibles acteurs militaires dans la région. Ce n'est pas encore qu'ils vont intervenir, mais ils sont déjà prêts. Ils ont déjà donné leur accord, non ? Le conseiller présidentiel Anwar Gargash aurait averti que la stratégie de l'Iran entraînera une plus grande présence militaire des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient. Donald Trump a adressé un ultimatum à l'Iran. Soit il y a un accord, soit le détroit rouvre avant mardi, ou il y aura des conséquences militaires. Ce que disent les Émirats arabes unis, c'est qu'ils seraient prêts dans une alliance avec les pays du Golfe, donc cela veut dire qu'il y a d'autres pays avec lesquels ils ont parlé, je suppose, à prendre toutes les mesures nécessaires pour rouvrir le passage maritime. Que fait-il ? Eh bien, cela ainsi que ce qui a également été porté à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, pour leur demander de les autoriser à opérer,
de leur permettre d'ouvrir de force le détroit d'Ormuz. Il y a aussi un autre message d'Ismaël Bagheshi, le porte-parole des affaires étrangères d'Iran. Écoutons ce qu'il dit. Si l'on me considère comme le représentant d'une nation civilisée et cultivée, la première chose qu'on nous apprend depuis l'enfance, c'est à être poli. Si vous attendez de moi que je prononce ne serait-ce que ces mots, je m'en excuse sincèrement. Comme je l'ai déjà mentionné, même les Iraniens à l'âge de pierre parlaient avec politesse et courtoisie. Ce genre de langage n'est pas un signe de grandeur ni de confiance en soi. Cela devrait être analysé par des psychologues pour comprendre la raison de l'emploi d'un tel langage. En lien avec le sujet de l'heure de la mort et ces discussions qui ont été répétées de nombreuses fois, une personne respectable a écrit que, faisant référence au fait qu'ils ont donné à l'Iran un délai de 48 heures, ils ont dit que ce genre de langage, en réalité, est utilisé constamment depuis 48 ans pour tenter d'intimider les Iraniens. Regardez, les Iraniens, en défendant leur pays, n'ont aucune raison de se laisser intimider par de telles menaces d'ultimatum. De tels ultimatums reflètent simplement l'intention et le dessein criminel de ceux qui les formulent. Dans notre réponse et la défense de notre pays, nous ne permettrons pas la moindre concession. Ils ont montré comment nos forces armées agiront face à toute agression. Et il est de la responsabilité de la communauté internationale, des pays de la région et de tous les membres des Nations Unies de faire face à ce processus. Ils doivent résister à la normalisation du crime et à la violation de la loi. Maintenant, rappelons-nous vraiment de l'Iran. L'Iran ne défend pas seulement l'intégrité de l'Iran. L'Iran défend l'ordre fondé sur le droit international. Par conséquent, il est du devoir de tous les pays de rester vigilants ici. Ils doivent savoir que la normalisation du crime et la normalisation de la violation de la loi ne se limiteront certainement pas aux frontières des pays concernés. Eh bien, il parle de droit international, tout en bombardant des pays qui ne lui ont pas tiré dessus, n'est-ce pas ? Et puis, tu dis, bon, il tire sur les bases. Eh bien, si c'était le cas, il pourrait y avoir une justification. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Il frappe des infrastructures, il tire sur des civils, il attaque des hôtels, etc., n'est-ce pas ? Mais il parle de dialogue, de la façon dont Donald Trump s'exprime. Bon, on sait comment est Trump, et on sait qu'il a parfois une façon de s'exprimer très atypique, pour ainsi dire. Bien, écoutons. Ils ont tué 45 000 personnes le mois dernier. Plus que ça pourrait aller jusqu'à 60 000. Ils tuent des manifestants. Ce sont des animaux et nous devons les arrêter. Nous ne pouvons pas leur permettre d'avoir une arme nucléaire. C'est très simple. Ils veulent une arme nucléaire. Ils essaient depuis très longtemps. Je les ai arrêtés avec l'horrible accord nucléaire iranien d'Obama. Je les ai arrêtés de nombreuses façons différentes. Nous avons éliminé Soleimani, le génie maléfique. C'était un génie maléfique. Nous nous sommes débarrassés de lui et ensuite nous les avons arrêtés avec les bombardiers B-2 il n'y a pas si longtemps. Et si nous ne l'avions pas fait, Israël et le Moyen-Orient auraient déjà été anéantis à l'heure qu'il est. Eh bien, ce sont des paroles dures de Donald Trump parce que, en effet, tu peux très bien parler, mais au final, tu es littéralement en train d'éliminer ta propre population, non ? Et cela, documenté par les Iraniens eux-mêmes, n'est pas un sujet inventé par Trump, mais simplement que les Iraniens eux-mêmes l'ont montré avec des images encore et encore. Maintenant, il parle aussi de comment il semble qu'après un certain temps, Trump commence à comprendre que c'est un point important, ou c'est un point qu'il a abordé au début et ensuite il ne l'a plus vraiment évoqué, qui était la partie sur la façon dont l'Iran a opéré au sein de ce gouvernement. Je suppose qu'il commence déjà à se laisser conseiller par les mêmes conseillers en communication sur cette question, parce qu'il a tendance à se concentrer beaucoup sur le sujet du pétrole. C'est un sujet qu'il adore, il l'a fait avec le Venezuela. Comme cette guerre n'est pas populaire, j'imagine qu'il cherche à en obtenir, non ? C'est-à-dire à gagner en popularité au sein même des États-Unis. Il y a aussi un autre sujet qui attire l'attention, c'est précisément la question du pétrole. Parce que j'y reviens, non ? Écoutons. Imagine si je pouvais choisir ce que j'aimerais faire.
Prendre le pétrole parce qu'il est là pour être pris. Il n'y a rien. Tu saisis juste cette belle occasion et tu dis, bon, ok, très bien, tu critiques à quel point le gouvernement iranien est dur et répressif. Tu ne mentionnes plus que tu veux garder le pétrole 5 secondes après. Eh bien, oui, je veux le pétrole. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est son style depuis toujours, et ils ne le changeront clairement pas, n'est-ce pas? C'est son style, et il va continuer à parler comme ça, non? Un autre sujet qui attire aussi l'attention dans ce contexte, c'est cette élimination du chef du renseignement iranien, n'est-ce pas? Que nous avons vu au début. Allons dans le détail de ce qui s'est passé, comment cette affaire s'est déroulée. Il y a quelques instants, je disais qu'il est confirmé l'élimination de. Un personnage nommé Maguid Kademi est un chef du renseignement de la garde révolutionnaire qui aurait été éliminé lors d'une attaque d'Israël, apparemment, n'était-ce pas? Selon la FDI, voyons en détail comment s'est déroulée cette opération, puis découvrons quelques images marquantes de la situation mondiale. Ce que l'on sait, c'est que cela semble avoir eu lieu lors de plusieurs explosions. Des cibles auraient été frappées en Iran. Bon, ce sont évidemment des images de l'un des nombreux bombardements, mais oui, le chef du renseignement. Il meurt lors d'une opération menée par l'armée de l'air israélienne, confirmant que c'est dû au bombardement. Avec des informations précises provenant de leur service de renseignement, cela démontre qu'ils ont réussi à pénétrer au sein du renseignement iranien. Kademi était une figure clé de l'appareil de sécurité iranien et responsable des opérations de renseignement stratégiques du régime. Selon Israël, il était impliqué dans la planification d'attaques contre Israël, des cibles américaines et des communautés juives dans différents pays. Il est aussi associé à la répression interne en Iran, notamment la surveillance et le contrôle des manifestations. Le décès de cet individu serait un coup direct porté au système de commandement et de contrôle des gardiens de la Révolution, l'une des structures les plus puissantes du régime iranien. Mais il n'a pas été le seul. Israël a également éliminé Mohamed Reza Azoubi. Farid Kahi, responsable financier du quartier général du pétrole des gardiens de la Révolution. Celui-là, nous avons effectivement eu l'occasion d'en parler hier. Oui, c'est-à-dire celui-là aussi, nous avons pu en parler hier parce qu'on a beaucoup parlé de cet opérateur. Il est peut-être encore plus important que le renseignement actuellement, car il gère une bonne partie de l'argent. C'est-à-dire, c'est aussi important. Comment éliminer ces individus? Mais les opérations semblent continuer de la même manière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie, cette stratégie qu'il a? L'Iran a ce qu'ils appellent BET, une stratégie consistant à avoir un gouvernement ou une structure miroir de tout le gouvernement, c'est-à-dire essentiellement dans laquelle. Eh bien, si l'un d'eux décède, il y en a un en face, pour ainsi dire, avec le même niveau de pouvoir, qui peut agir, même si l'autre n'est pas tombé, mais il voit qu'il fait une erreur. Celui-ci peut agir au-dessus de l'autre. Il ne se rend pas compte qu'il y a comme un pouvoir dans l'ombre, pour ainsi dire, avec le même niveau de pouvoir. Et même en opérant, s'il se trompe ou s'il trahisse, pour ainsi dire, l'opération, l'autre peut prendre le dessus sur lui. C'est-à-dire, franchement, c'est très étrange. En vérité, la façon dont cela se passe, mais ça a marché pour eux, au moins en temps de crise, ça a marché. Imaginez aussi un énorme poids de bureaucratie, de lenteur, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, cela représente un poids terrible pour un gouvernement, mais d'un autre côté, en cas de crise ou de conflit, cela leur permet d'être actifs. Cela leur permet d'avoir une certaine organisation. Et j'imagine que c'est ça l'intention, n'est-ce pas? C'est précisément pensé pour ça, non? Alors, bon, c'est comme ça avec cette affaire. On va vous montrer plusieurs des réactions qui ont eu lieu parmi eux. Parmi ces dirigeants, puis passons à des actions venant de différentes parties du monde, à ce qui s'est passé et à d'autres reportages. Un autre message contre l'Iran est diffusé en pleine Pâques, et tout cela. Regardez, écoutez. Normalement, quand tu es dans un territoire très hostile, et je ne pense pas qu'il y ait un endroit beaucoup plus hostile que l'Iran, ce sont des combattants redoutables, ce sont des gens très durs, et il y en a d'autres comme ça aussi.
Tu t'en fiches quand l'ennemi est faible, mais cet ennemi est fort. Pas aussi fort qu'il l'était il y a environ un mois, je peux te l'assurer. En fait, en ce moment, ils ne sont pas si forts du tout, à mon avis, mais nous allons bientôt le découvrir. Mais quand quelque chose comme ça arrive, lorsqu'un pilote est abattu, dans la plupart des cas, tu ne peux vraiment pas intervenir parce que tu entrerais avec 200 personnes, beaucoup de chasseurs et d'hélicoptères, et tu n'as vraiment aucune chance. Ils les abattent. Tu perds 200 personnes pour en sauver une. C'est quelque chose d'horrible, mais c'est très rare que tu puisses le faire. Et ce que nous avons fait hier, c'est que nous n'en avons pas sauvé un, nous en avons sauvé deux. Nous avons gardé le premier secret et nous avons pu le garder secret pendant environ une journée, ce qui a rendu la chose bien meilleure. Ces deux pilotes ont été très courageux et nous leur sommes reconnaissants. Nous tiendrons une conférence de presse aujourd'hui à 1 heure dans le bureau ovale et nous l'attendons avec impatience. Mais je veux juste dire que nous avons une grande armée, nous sommes la meilleure armée, l'armée la plus puissante du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Venezuela? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Venezuela, dit Trump, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aussi en partie ce que le bureau attend avec impatience, mais ça arrive avec ça parce qu'il y a le lapin là et tout. Que nous avons une grande armée, l'armée la plus puissante du monde. Importante. D'autres sujets et d'autres images qui ont été diffusées par différents dirigeants. Nous allons examiner certaines de ces réactions qui ont eu lieu. Cette fois-ci, il s'agit d'une réaction de Russes en colère à propos de la question d'Internet. Que se passe-t-il avec cette affaire? Écoutons donc quelques-unes de ces réactions. Nous allons montrer quelques vidéos, elles sont évidemment déjà doublées en espagnol. Comprendre le russe est un peu compliqué. Merde, c'est quoi ce bordel avec Internet? Moi, franchement, ça m'est égal. Tout ce qui se passe, je m'en fous complètement. Merde, dans ce putain de pays, je suis en train de trembler. Putain, parce que je ne peux rien faire. Merde, je peux juste rester allongé à regarder TikTok qui en plus bug. Merde. On me laisse des commentaires. Je reçois une notification. J'entre dans cette putain d'application. Putain, avec le VPN allumé en permanence et simplement. Merde, non putain, simplement. Merde, ni commentaire, ni like, rien. Je ne peux pas, merde, voir l'activité, je ne peux pas. Rien faire, merde, simplement rien. La musique, je n'écoute même plus de musique, merde, c'est tout, merde, je n'écoute tout simplement plus de musique. Tous les quelques jours, de temps en temps, mon humeur s'améliore. J'écoute mes 3 chansons préférées sur SoundCloud, c'est tout, merde, je n'écoute plus de musique. Les Russes s'emportent, non? Eh bien, je veux dire, je les comprends parfaitement, non? Imagine un peu, enfin, c'est que, eh bien, c'est devenu, enfin, Internet au-delà de la communication qu'il nous permet d'avoir. Et tout ça, eh bien, c'est devenu le gagne-pain de millions de personnes, non? Énormément de gens, enfin, il y en a qui font leur vente en ligne, d'autres qui donnent des cours, et beaucoup de métiers dépendent d'Internet. Et si soudainement on commence à retirer ces outils, eh bien, évidemment, oui. Eh bien, les gens sont très en colère, très mécontents, et bon, passons à d'autres réactions, non? Écoutons ceci, c'est un test de VPN à propos d'Internet, là-bas en Russie. Écoutez et regardez ça. Bonjour, j'écoute. Aimable. Pavel Skyping. Le document, si le vôtre le permet, un chauffeur spécialement pour vous. Je vous demande de m'aider. S'il vous plaît, si vous voulez bien. Vérifie s'il y a du contenu interdit et utilise un VPN. À propos du contenu interdit et du VPN. Sur le clavier du téléphone, sélectionnez étoile, dièse, dièse 6 pour vérifier mon téléphone. Quoi? Pour mon téléphone? Encore une fois. Grille d'étoiles. 6 barres SSL. Pourquoi faire? Pour comparer le téléphone aux bases de données. Bien. Inspecter. De quoi tu parles avec tes bêtises? Non? Des absurdités. Tout cela est en train d'être écrit. Les policiers me demandent de vérifier quelque chose sur mon téléphone.
Qu'est-ce qu'on est en train de vérifier exactement? Écoute, si ton appareil mobile est perdu ou volé, tu vas à l'agence, tu rédiges une déclaration et dans la déclaration, tu indiques le premier email. En conséquence, il est ajouté à la base de données et lors de la vérification, il n'y a qu'une seule église en fonctionnement. Cela devient maintenant une préoccupation douteuse. Pourrais-tu m'expliquer exactement comment fonctionne la plateforme de Bessel? Je ne suis pas obligé de... Soyons honnêtes, je ne suis pas obligé de te fournir un numéro de téléphone. Tu peux le regarder, je peux le déverrouiller, le regarder, et en fait, Je dois le faire, ne fais pas le malin, tu comprends? En fait, je dois le faire, ne fais pas le malin, compris? tu es libre? Oui, complètement. Bien, oui. Eh bien, c'est une dénonciation que fait ce type où on lui demande à propos du VPN, de son contenu interdit, et vous savez, des choses comme ça, non? Mais même quand on t'arrête dans une voiture, tu te dis « Oui, c'est grave, c'est moche cette histoire ». Passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes importants. Remarquez qu'il y a aussi un rapport concernant une localisation au Liban où il y aurait soi-disant une école qui était utilisée par le Hezbollah pour stocker des armes, selon ce que dit ce rapport. Maintenant, il faut rappeler qu'une grande partie du sud a été évacuée. Cela est précisément dû au conflit qui se déroule dans cette région du Liban contre le Hezbollah, un groupe qui attaque Israël depuis un certain temps, depuis le début de la guerre à Gaza. Et donc c'est un sujet qui, maintenant, avec la question de l'Iran, est revenu sur le devant de la scène. Il faut rappeler que le Hezbollah bénéficie du soutien de l'Iran au sein même de la garde révolutionnaire. Ils opèrent, ils ont même des membres à l'intérieur même du Liban, où ils condamnent des membres de la garde révolutionnaire dans le Hezbollah au Liban. Donc, selon ce que rapporte en ce moment l'armée israélienne, qui aurait informé qu'une école a été trouvée dans le sud du Liban, utilisée comme dépôt d'armes par le Hezbollah, on a également trouvé des églises chrétiennes, des églises catholiques, qui sont aussi déjà abandonnées et utilisées comme base, comme refuge. Parmi les documents trouvés, il y aurait eu une confirmation concernant l'unité Radwan, une force d'élite du Hezbollah spécialisée dans les opérations spéciales. Israël affirme que les armes trouvées provenaient d'Iran et étaient destinées à des bastions chiites dans le sud du Liban. En plus du matériel trouvé à l'intérieur de l'école, l'armée israélienne a découvert un autre dépôt caché avec davantage d'armes dans les environs. Il accuse constamment le Hezbollah d'utiliser des infrastructures civiles, telles que des écoles, des maisons, voire des églises d'autres religions, pour mener ses opérations. Cette fois-ci, ce serait quelque chose de similaire. Ces soldats de la brigade Golani ont trouvé des rapports, des manuels de combat, des roquettes, les classiques uniformes, etc., du Hezbollah dans cette région, dans cette zone tout au sud, qui est à la frontière avec Israël, c'est cette zone. Cette découverte, d'un autre côté, ce qui inquiète, c'est que cela puisse servir à justifier des attaques contre des écoles. Évidemment, cela ne doit pas arriver. Et il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de destruction. Ce sont les soldats eux-mêmes qui sont entrés, qui ont découvert cela, et bon, c'est ce qu'ils ont rapporté. On demande simplement de ne jamais attaquer les écoles, surtout par bombardement, car des erreurs sont possibles. Oui, ils ont déjà partagé certaines images de ces roquettes qui ont été retrouvées, des roquettes, des casques, voilà ces rapports de la même garde révolutionnaire, du Hezbollah, sur la façon dont les RPG sont utilisés. Là, il y a le manuel d'utilisation, disons, donc certains de ces documents, tous sales, et l'armée israélienne dans la zone, opérant, donc, et trouvant ce type de dépôt. Personne n'était présent, il n'y a eu ni échange de tirs ni incident, mais cela reste préoccupant. D'ailleurs, sur un autre sujet, en changeant de sujet, les prix des billets d'avion sont en train d'exploser. Les vols, cela aux États-Unis. Ils affirment que les tarifs des bagages enregistrés augmentent déjà à cause de la hausse du prix du carburant.
La hausse du pétrole a commencé après la fermeture du détroit d'Ormuz, l'une des routes pétrolières, comme vous le savez, clés. United Airlines, JetBlue, entre autres, appliquent des augmentations de $10 par valise. United facture désormais environ $45 pour la première valise, c'est énorme, $45. C'est-à-dire c'est incroyable. Il est dit que si on paie avant le vol, et jusqu'à $50 si on paie dans les 24 heures précédentes. Selon ce qui est indiqué pour la deuxième valise, cela peut coûter entre 55 et $60, et la troisième essaie monter jusqu'à $200 pour la troisième valise. JetBlue a également augmenté ses tarifs. La première valise, bon, je l'ai déjà dit, les compagnies aériennes, augmentent simplement les coûts des vols. C'est aussi un autre sujet important qui a un impact sur la population. Au moins pour ceux qui veulent voyager, n'est-ce pas? Évidemment, non? Passons donc à d'autres sujets importants. Allons-y. Eh bien, je suppose qu'il convient de signaler que la situation a changé. Eh bien, Je crois qu'on a perdu le son à ce moment-là. il semble que ces drones soient fabriqués conjointement. Ukraine, Allemagne, Ukraine, France. Il s'agit en fait de drones modernisés. Ils volent plus loin que les précédents. Et bien sûr, il s'avère qu'ils font tout leur possible pour couper complètement notre chaîne logistique à la frontière. En même temps, nous adaptons déjà notre travail à chacune de leurs nouvelles manœuvres. Déjà, comme on dit, notre travail, les gars abattent chaque jour une énorme quantité de drones. Justement, nous étions en train de compter, au total c'est environ 3500. Il s'avère que seuls nos combattants ont détruit ce nombre d'oiseaux. En ce qui concerne la guerre électronique au cours des 2 derniers mois et demi, dire que l'ennemi n'a plus de drones serait probablement un mensonge. C'est pourquoi nous dirons que l'ennemi continue d'être approvisionné. On lui fournit encore, comme nous le voyons, suffisamment d'énergie. Les États européens essaient de tester toutes leurs nouvelles technologies à travers les formations ukrainiennes déjà dans notre guerre actuelle. Nous allons tout faire pour détruire l'ennemi et lui faire comprendre que, peu importe combien il essaie d'inventer quelque chose de nouveau ou de l'apporter au front, cela ne nous fera pas abandonner nos objectifs et nos missions. C'est la réaction d'un commandant tchétchène, un commandant russe, mais du côté tchétchène, qui, réagit à cette affaire. Le commandant des forces spéciales russes, Akhmat Abdi, est celui qui provoque cette réaction concernant les drones ukrainiens, car ils ont également attaqué ces points. C'est une partie intéressante de ce qui se passe. Aussi, une autre des réactions est celle-ci, regardez. La drogue, la drogue, la drogue, non. Non. Bon, c'est l'une des vidéos qui ont circulé hier. Cela se passait au Koweït, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que nous avons observé. Aussi, voici aussi ces images, et puis, des explosions qui ont été signalées dans cette zone. Aussi, plusieurs inondations, Ces derniers jours, de 3 jours, il y a eu plusieurs inondations importantes. Cette fois-ci en Indonésie, par exemple, en Russie aussi, nous avons déjà montré plusieurs inondations. C'était une quantité d'eau tellement surprenante que même en Indonésie, où ils ont l'habitude de recevoir de fortes pluies, la Terre n'a pas eu la capacité d'absorber autant d'eau. Cela attire l'attention, cela se passe dans le district de Cibeber, Cianjur, sur l'île de Java, en Indonésie. Ils assurent que pour un adulte, l'eau est montée par endroits jusqu'à la taille, et dans certaines zones, ils ont simplement dû évacuer. Également, parmi les images de ces inondations, il y a eu une inondation plus importante, cette fois-ci au Daghestan. Nous avons déjà vu certaines images d'hier, par exemple. Nous montrions quelques images du Daghestan et de ces inondations en Russie. Cela aussi, a surpris. Entre ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé dans certaines zones de Sibérie aussi, qui ont été fortement touchées. Ce qui se passait dans la région a évidemment aussi causé des problèmes. Comment cela s'est-il passé pour eux? Comment vont-ils? Il reste encore quelques points importants à aborder aujourd'hui. Nous verrons aussi l'évolution de la question du pétrole.
Évidemment, c'est un autre sujet qui ne s'est pas arrêté, qui continue d'augmenter, donc nous allons aussi en parler un peu des réactions des marchés aujourd'hui, comment le pétrole a ouvert en Amérique. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que nous allons déjà nous faire une idée de comment ça va se terminer. Sûrement, dans un petit moment, on aura une réponse. Une réunion importante et une annonce importante de la part des États-Unis serait prévue. On va voir si dans un petit moment on arrive à le voir, mais bon, presque tous les lundis depuis le début de la guerre, il y a des annonces importantes autour de midi. Parfois, ils prennent un peu de retard. Voyons les détails maintenant. Comment va Marcella Patriliceo? Excellente journée à tous, Francisco Arce. Comment vas-tu? Eh bien, bonjour à toute la communauté. Passons donc à d'autres points importants. Regardez. C'est tout. Aujourd'hui, une réaction intéressante concerne Nancy Guthrie. Voyons les détails. Vous vous souvenez de l'affaire de Nancy Guthrie? Non, elle a disparu le 31 janvier 2026 et regardez la date à laquelle nous sommes. Nous sommes déjà en avril. La fille d'une animatrice célèbre là-bas à USA Today, aux États-Unis, aurait disparu, apparemment prise en otage, même si cela n'est même pas clair. Voilà l'individu suspect, qui apparemment aurait été impliqué. Il l'aurait apparemment emmenée de force, avec un peu de violence selon les rapports, une dame âgée, une dame qui était déjà fragile de santé, âgée de 84 ans, n'est-ce pas? Et qu'en ce moment même, une récompense se chiffrant en millions est offerte pour la retrouver. La femme a disparu le 1er février, ou plutôt le 1er février, c'est la date officielle de sa disparition, cela dans des circonstances extrêmement, ou le 31 janvier, n'est-ce pas? L'affaire, c'est qu'elle disparaît entre le 31 janvier et le 1er février à Tucson, en Arizona. Et ce, dans des circonstances extrêmement suspectes. Sur la scène, on a trouvé des traces de sang, des portes arrière ouvertes et la caméra de la sonnette retirée. Le FBI et Google ont réussi à récupérer des images où l'on voit un homme masqué devant la maison, mais il n'a pas encore été identifié. La récompense totale dépasse 1,2 million de dollars, un chiffre historique pour une affaire de disparition dans la région. Déjà, un homme d'affaires lié à Crime Stoppers aurait également apporté 100 000 dollars supplémentaires pour encourager les signalements anonymes. La stratégie vise à ce que les informateurs ne contactent pas le shérif. On leur demande cela. Imaginez-vous sinon qu'ils les contactent directement. Qu'ils contactent directement Crime Stoppers pour préserver l'anonymat, c'est-à-dire qu'ils ne contactent pas directement les autorités afin que cette information reste 100% anonyme. Ce point a évidemment suscité la polémique, car il implique une méfiance envers l'enquête policière. Des experts et des personnalités médiatiques ont critiqué le bureau du shérif pour des erreurs présumées et pour ne pas avoir correctement sécurisé la scène du crime. La famille insiste sur le fait que tout indice, même anonyme, pourrait être la clé pour résoudre l'affaire. La pression médiatique et sociale ne cesse d'augmenter. Cela fait 3 mois sans avancées importantes, sans même un signe qu'elle va bien. C'est évidemment aussi terrible. Les autorités pensent qu'avec le temps qui passe, quelqu'un de proche pourrait être le responsable qu'eux. Ce soit un inconnu, mais qu'un membre de la famille aussi de celui-ci. Personnage qui l'aurait prise, qui saurait. Quelqu'un, un ami, une connaissance qui aurait appris, qui soupçonnerait que cette personne pourrait être impliquée. Dans ce cas, le coupable, non. Des informations importantes pourraient donc être révélées. Je ne sais pas si c'est pour la récompense, mais peut-être à cause de l'anonymat, de la possibilité de ne pas contacter directement les autorités, ça va peut-être encourager certaines personnes à parler dans ce sens, non? Qui sait, non. Mais le fait est que c'est le sujet, c'est ce qui se passe. Tout le monde va désormais se concentrer là-dessus. Des informations anonymes, en gros, pour voir si on trouve quelque chose, parce que à ce stade, ouf, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas impossible. Il y a des affaires vieilles de plusieurs décennies qui ont été résolues, donc ce n'est pas qu'on ne puisse pas le faire, mais l'important c'est de le résoudre et de la retrouver vivante, non.
Ce serait le point idéal, n'est-ce pas? Évidemment, c'est compliqué et difficile, clairement. Aussi, eh bien, parmi les images que nous avons en attente au Daghestan, en Russie, comme nous l'avons vu, on observe ce mouvement très curieux. C'est vraiment étrange de voir quelque chose comme ça en Russie. Eh bien, il s'agit d'une énorme coulée de boue, une grande quantité de boue impressionnante qui a causé des problèmes dans cette région du monde. Cela a été compliqué, ces inondations, ces débordements où, eh bien, entre les pluies, mais surtout la fonte très rapide, provoque cela presque chaque année. C'est déjà en train de devenir normal à ce stade. Inondations en divers lieux en Russie. Parce que soudain, ce processus de fonte qui prenait des mois se produit d'un coup. Et cette eau est en partie absorbée. Par la nature elle-même, mais quand la fonte est trop rapide, la Terre ne peut pas absorber autant d'eau, alors il commence à y avoir des inondations, des débordements, et en plus, il y a eu des pluies. Non. Donc, il y a eu d'énormes inondations aussi dans toutes ces images. Eh bien, il y a encore plus d'informations sur la façon dont l'attaque contre Asseno-Borovskoye s'est produite, là où se trouvait ce navire, un navire attaqué par des drones ukrainiens à l'intérieur de la Russie, mais en mer Noire. Ça aussi, eh bien, c'est important, n'est-ce pas? Passons donc à d'autres sujets intéressants. Il y a apparemment une attaque ou un accident, disent-ils. Il faudra voir où cet individu est décédé. C'est un commandant important de l'armée de l'air russe nommé Alexandre Otrochenko. Il aurait perdu la vie dans ce qu'ils disent être un incident aérien en Crimée. C'est un haut commandant de l'armée de l'air, donc je supposerais qu'il devrait avoir les meilleurs pilotes et les meilleurs avions, non? Mais bon, selon ce que reconnaît l'armée de l'air russe, il aurait perdu la vie dans un accident d'avion. Cela vient d'être rapporté, mais l'événement a eu lieu la semaine dernière. Ce n'est reconnu que maintenant. Là-bas, lors de l'incident, 30 personnes ont perdu la vie, selon ce qu'a rapporté aujourd'hui, lundi, un haut responsable de la communication russe. Alexandre Komachenko, commandant de la 45e armée de la Force aérienne de défense aérienne de la flotte du Nord, a perdu la vie la semaine dernière, selon le même communiqué. Eh bien, voilà la situation. Celui qui l'a révélé en premier, c'est Andrei Chivis, qui est le gouverneur de la région, et à partir de là, les médias russes ont repris le rapport et l'ont commenté, n'est-ce pas? Écoutez, si vous êtes encore là, il nous reste encore quelques nouvelles. S'il vous plaît, aidez-nous en partageant, aidez-nous en mettant un like. Cela aide énormément la chaîne. Si tu veux aller plus loin et nous soutenir via un super chat ou une adhésion, c'est aussi très apprécié. Passons à d'autres sujets. J'ai parlé avec Monsieur Trump environ 3 fois, mais si tu lui dis qu'il a tort, il se fâche, tu lui dis que ce qu'il dit est faux. Laisse-moi t'expliquer. Il se vexe tout de suite. Je ne devrais pas dire quelque chose comme ça. Il vaut mieux dire, vous avez raison, c'est ça. S'il se fâche, ce serait un problème. C'est une réaction de l'ancien Premier ministre japonais Shiba, vous vous souvenez? Eh bien, au moins 3 fois, Donald Trump et Shiba se sont rencontrés et vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il a tort ou qu'il s'est trompé sur quelque chose, même si c'est un détail. Donald Trump a causé un problème. C'est un problème grave parce que cela t'affaiblit en tant que leader. Si personne ne peut te critiquer ou te dire quoi que ce soit, cela te place évidemment en position de faiblesse. C'est pour cela que c'est un sujet qui a été beaucoup reproché à Trump, à Poutine et à d'autres dirigeants du monde, parce que bon. Eh bien, observer leurs propres erreurs, c'est un sujet qui joue contre eux, non? Donald Trump affirme aussi que la guerre toucherait à sa fin. Il déclare ceci. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre fin à la guerre avec l'Iran? Eh bien, la guerre pourrait se terminer très rapidement s'ils font ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire certaines choses, ils le savent. Ils négocient, je crois, de bonne foi. Nous avons eu un changement total de régime. Tu sais, les gens qui sont là maintenant sont beaucoup plus raisonnables que les fous qui étaient là avant. C'est vrai. Dans la phase 1 et la phase 2, c'était des fous. Donne.
les personnes avec qui nous négocions maintenant au nom de l'Iran sont beaucoup plus raisonnables. Appelle-le comme tu veux, mais pour moi c'est un changement de régime et la plupart des gens nous en attribuent le mérite. Le premier et le deuxième régime ont été éliminés. Maintenant, le troisième groupe de personnes avec lequel nous traitons n'est pas aussi radicalisé et nous pensons qu'ils sont en réalité beaucoup plus intelligents. Je ne sais pas. C'est moi? Je ne pense pas, mais bon. Au final, il dit qu'ils sont plus tranquilles, qu'ils sont plus tranquilles, qu'ils sont plus calmes. Eh bien, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. En tout cas, certains chefs sont tombés. Ce sont les mêmes. En fait, Mojtaba Khamenei. Et si c'est lui le nouveau guide suprême, on sait qu'il est bien plus dur qu'Ali Khamenei. Donc ce que dit Trump, il veut le vendre au public américain, pas à ses partisans. Comme pour dire, regardez, je l'ai déjà... Clin d'œil, non? Et l'affaire est close, c'est fait. Enfin, non, évidemment. Il le fait passer pour ce qu'il n'est pas, sincèrement. Alors, c'est pour ça qu'il dit que la guerre va finir bientôt. Le problème, c'est qu'il lance des appâts. On lance l'appât, et si jamais ça marche, non? Mais à ce stade, non, il ne veut pas. Il ne mord pas à l'appât, non, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qu'il a montré par ses actes et ses paroles, non? Aujourd'hui, il y a au moins des actions qui diminuent. Bon, c'est autre chose, mais ça ne se passe pas. C'est-à-dire, un jour comme ça, puis un autre, les choses deviennent de plus en plus intenses. Et donc ce sujet ne prend pas, et maintenant, même s'il y avait des discussions disant « Bon, regarde, ici la garde révolutionnaire admet qu'il y a un dialogue, ou que cela va arriver ». Que le seul en soi a été plus Super 6, même si nous savons qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, qui a donné le signal comme s'il pouvait, y avoir une négociation. Mais dans ce sens-là, ce sont les seuls. Mais en dehors de ça, il ne semble pas que la guerre va se terminer rapidement. Sincèrement, non. Passons maintenant à d'autres points importants. Nous verrons plusieurs sujets en suspens. La Russie aurait mené une attaque massive de drones dans le sud de l'Ukraine, causant au moins 3 morts et plusieurs blessés selon le gouverneur d'Odessa. L'équipe a assuré sur ses propres réseaux sociaux qu'il y a plusieurs personnes parmi les victimes, dont une femme de 30 ans au moins. On sait aussi qu'il y avait une petite fille de 2 ans, la fille de cette femme de 30 ans, et il y avait une autre femme de 53 ans qui a également perdu la vie lors de l'attaque. Les bâtiments ont été très endommagés, n'est-ce pas? C'est l'une des images qui ont circulé aujourd'hui. Ce sont des bâtiments civils qui continuent d'être attaqués dans ce conflit. Et malheureusement, c'est la stratégie de pression très regrettable que la Russie a adoptée dans ce sens. Et bon, cela continue d'arriver, n'est-ce pas? C'est un problème énorme. Maintenant, un autre sujet également à noter, c'est que le vaisseau Orion serait déjà, ou serait, sur le point d'entrer dans la face cachée de la Lune. Selon ce qui est rapporté, serait déjà dans la sphère d'influence lunaire et approche la face cachée de la Lune, où il sera sans communication durant 50 minutes zone. L'équipage d'Artemis II est entré dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Lune hier, dimanche, dit-il. Nous avons récemment reçu la confirmation que le vaisseau spatial Orion et son équipage sont officiellement entrés dans la sphère d'influence lunaire. Cette étape se produit après 4 jours 6 heures, 2 minutes et 54 secondes de la mission Artemis. Atteindre cela après avoir quitté la Terre, la spécialiste de la mission, Christina Koch, a déclaré « J'aimerais partager que nous avons remarqué que nous sommes entrés dans la sphère d'influence lunaire il y a environ 1 heure. Et effectivement, maintenant nous tombons vers la Lune au lieu de nous éloigner de la Terre. C'est une étape incroyable. » De plus, elle dit qu'auparavant, nous voyions la Terre comme un croissant de Lune à travers l'écoutille latérale et la Lune à travers la fenêtre. Et sans aucun doute, la Lune paraît maintenant bien plus grande que la Terre. Eh bien, il montrait cette image, n'est-ce pas? C'est bien une partie de ce qu'on observe et de ce que le survol, disons, permet de voir à cet endroit, n'est-ce pas? La mission Artemis de la NASA qui a été lancée mercredi dernier va durer 10 jours. Faire le tour de la Lune, revenir et, atterrir. Et avec cela,
vérifier que ce vaisseau Orion fonctionne parfaitement pour une autre mission où l'atterrissage sur la Lune commencera, comme le début de la mise en place d'une base lunaire. Ou bien cela fait déjà partie d'un projet plus à long terme pour créer une base lunaire qui comporte de nombreux aspects, n'est-ce pas? Il y a la possibilité de faire de l'exploitation minière, d'établir une base pour aller sur Mars, etc., n'est-ce pas? Il y en a même déjà une en construction, une centrale électrique nucléaire, une microcentrale électrique nucléaire, une centrale qui sera installée là-bas pour fournir de l'électricité. Pour ainsi dire, presque infinie, dans laquelle tu n'as pas besoin d'une centrale nucléaire trop grande, simplement d'un petit réacteur. Disons que maintenant, je ne me souviens plus si c'est Boeing qui l'a remporté, l'une de ces compagnies l'a remporté, et bon, ce sont eux qui sont en train de le créer. Je ne me souviens plus si c'est Boeing ou s'il y avait des entreprises technologiques qui participaient, il y avait Nokia, il y avait Boeing, il y en avait plusieurs autres, mais je ne me souviens pas qui a remporté le projet. Chacun a présenté son projet et le gagnant, c'est celui qui est en train de le réaliser en ce moment. Au fait, passons aussi à d'autres sujets importants. On révèle aussi des informations très curieuses sur ce qui se passe avec, Nicolas Maduro lui-même, selon ce que rapporte le rappeur américain. 7 presque 6, 1 X9 et N, Tekashi 69 non. 69 non? Ce serait 69 non? Ce serait lui. Et il a de nouveau fait la une après avoir raconté comment c'était de vivre avec Nicolas Maduro au centre de détention métropolitain de Brooklyn à New York. Ces déclarations ont été rendues publiques après avoir retrouvé la liberté suite à une condamnation de 90 jours. Selon les informations disponibles, Maduro a été, le 3 janvier, non, il a été capturé donc il a dû vivre avec lui. Après avoir retrouvé sa liberté, Tekashi a participé à une diffusion en direct dans laquelle, il a affirmé, n'est-ce pas, c'est ce rappeur qui est là. Il a affirmé, celui qui est au centre, non, il me semble que c'est, il avait vraiment mauvaise mine, non? Il sentait même mauvais. D'après ce qu'il rapporte, le rappeur a décrit que la disposition des espaces à l'intérieur de la prison était vraiment terrible. Il dit littéralement, je te jure, il dit, au bout de mon lit, c'est Néon et au début de mon lit, c'est Maduro, il dit. C'est-à-dire que c'est vraiment très serré. À la question de savoir s'il partageait une chambre, il a répondu que oui. Il dit, il a pris mon lit l'an dernier et moi celui de Didi, en parlant du rappeur, n'est-ce pas? À ce comme Didi, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est-à-dire quelqu'un qui rapporte « Oui, j'ai pris le lit de Didi et Maduro a dormi juste en face de moi », confirmant la proximité entre eux lorsqu'il a été arrêté. Il dit « L'un des points qui a le plus attiré l'attention est la description des conditions dans lesquelles Maduro est arrivé au centre de détention. » Il dit « Il ne sentait pas bon. » Il sentait comme ça quand il est sorti de la boîte, comme l'unité antiterroriste, non? Il dit « Ah mais ensuite, tu sais, il a pu prendre le temps de se laver. » Je veux dire, quand il est arrivé, il sentait vraiment mauvais. Après, il a pu se laver, non? C'est une partie des choses, des détails que j'ai partagés dans ce podcast, dans cette interview. Ce personnage a été condamné à 90 jours après avoir admis avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Cela s'est produit après qu'il a plaidé coupable en 2025 pour possession de drogue, spécifiquement de cocaïne et d'ecstasy, retrouvées à son domicile à Miami, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a été arrêté à l'époque. Un autre point qui attire également l'attention est que l'Iran affirme qu'il ne va pas négocier avec les États-Unis. Ils viennent de le rectifier. L'Iran dit aujourd'hui qu'il ne négociera sous aucune condition. L'ANESIS dit que les négociations, non. La négociation n'est absolument pas compatible avec des ultimatums, ni des crimes ou des menaces. En d'autres termes, un ultimatum les empêchera de négocier. Il dit « Nos exigences sont la fin de la guerre imposée, accompagnée de garanties. Il dit que ce cycle néfaste ne se reproduira plus. » Ce sont bien les Iraniens qui le disent, non, c'est aussi le message. D'autre part, il est également rapporté que la garde révolutionnaire iranienne a annoncé que le détroit d'Ormuz ne sera plus jamais comme avant. Surtout pour les États-Unis et pour Israël. Cela, c'est ce que rapporte aujourd'hui l'agence EFE. Dans le cadre donc de ces réactions qui ont lieu en ce moment, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre sujet qui attire l'attention. En effet, un autre record est déjà en train d'être rapporté en ce moment par Artemis II.
Il est dit que c'est déjà le voyage spatial le plus long, dépassant Apollo 13 en ce moment. La mission Artemis, 2 de la NASA, a officiellement battu le record du plus long voyage spatial de l'histoire de l'humanité en dépassant la distance d'Apollo 13. Imaginez-vous cela. Eh bien, ça aussi c'est important, non? Enfin, évidemment, ça aussi c'était important. Ça fait déjà plusieurs records, non? C'est le 2e record qu'ils battent, ou le 3e, ils en ont plusieurs à leur actif. Un autre sujet qui attire aussi l'attention avant qu'on passe aux commentaires, la Corée du Sud, les services de renseignement sud-coréens affirment que les Nord-Coréens préparent déjà la fille de Kim Jong-un comme prochaine dirigeante. Le service national de renseignement de la Corée du Sud a confirmé que la fille de Kim est officiellement déjà l'héritière du pouvoir du dictateur. Donc, s'il y avait des doutes, au moins selon les services de renseignement de la Corée du Sud. Ils disent bon que, oui, en effet, elle sera la prochaine dirigeante. L'agence de renseignement l'affirme en citant ces informations et des déclarations faites devant les législateurs aujourd'hui, lundi. Que cette exposition publique de la jeune fille, de la petite Yao Ae de 13 ans, a conduit à cela. Cela a un peu conduit à une attaque là-bas. Il dit probablement qu'ils avaient pour objectif de dissiper tout doute. C'est indéniable, elle sera la prochaine dirigeante. Imaginez-vous, depuis leur plus jeune âge, on les prépare. Celui-ci dit « c'est indéniable », selon ce qui est rapporté lorsqu'on l'interroge sur d'éventuelles protestations de la part de Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, considérée depuis longtemps comme la 2e figure la plus importante. Ils disent beau qu'elle n'a pas de pouvoir substantiel, selon ce que déclare le Service national de renseignement, ou qu'elle n'a pas de pouvoir indépendant. Elle n'est puissante que parce qu'elle est la sœur, rien de plus. On ne lui a pas donné de pouvoirs spéciaux, ni la possibilité qu'elle puisse le remplacer, donc ils disent simplement que non, ce n'est pas comme ça, non, ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est intéressant aussi, non? Allons donc aux commentaires. Nous vérifions ce prétendu message de Washington, non, pour voir si le message sur ce qui s'est passé là-bas a déjà été donné. Et pendant ce temps, allons aux commentaires. Comment vas-tu, Patry? Rosalina, comment vas-tu? Il dit non, la guerre ne finit pas. Eh bien, il semble que non, en attendant. Eh bien, le signe le plus clair de cela serait que le pétrole commence à baisser. C'est-à-dire que si soudainement le pétrole commençait à baisser, ce serait un très bon signe que les choses se calment. Mais pour l'instant, il reste à $110. Écoute, pour moi c'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas à 120 ou 130, comme c'était ce week-end, il semblait. Tout indiquait que ça allait être plus, encore plus. Ça monte plutôt que ça descend, il reste à ce niveau presque le même que celui de vendredi. Jusqu'ici, je trouve positif que cela n'ait pas explosé. Mais je pense que la stratégie d'endiguement a fonctionné de la part du monde en général, pas seulement pour essayer de donner un bon signal. Par exemple, le sujet de l'OPEP. Pour moi, c'était un point clé où que l'OPEP dise « nous allons produire plus de pétrole ». Cela fait baisser le prix. Puis des pays comme le Japon disent « nous avons d'énormes réserves, non ?» Et je crois que Taïwan aussi mentionnait qu'ils avaient en plus de réserves qu'ils ne le laissaient pas paraître. Eh bien, le point, c'est que ce sont ces signaux positifs qui ont aidé à ce que le prix ne s'envole pas. Les points négatifs sont qu'il n'y a pas de négociation, qu'il y a eu une attaque contre la compagnie gazière de Bushehr, celle de South Pars en Iran. Cela, ça a été attaqué par Israël, et les Iraniens ont également attaqué Bahreïn et le Koweït de manière intense. Ce sont donc des signes qui montrent aussi que le conflit est loin d'être terminé. D'accord, en fait il semble plutôt qu'on veuille l'étendre. C'est aussi un autre sujet qui suscite des doutes quant à la résolution de ce problème. Il dit « Comment ça va? Très bien Patty et Marcella. » Quoi de neuf? Il demande par ici où elles sont. Où elles sont? Oui, la fille de Kim Jong. Un est vraiment petite.
Elle a 13 ans, mais il la prépare déjà. Je n'imagine pas comment on prépare quelqu'un comme ça. Je veux dire, ça doit être vraiment terrible. Il dit. Voyons, il me semble que l'annonce de ce qui allait se passer à Washington est déjà là. Nous verrons ce détail dans un instant, mais il semble que l'annonce soit déjà là. Voyons voir. Voilà. Allons dans le détail de ce qui se passe à Washington. Information de dernière minute. Il y a un message à la Maison-Blanche à Washington. Écoutons ce qui est dit et nous allons agir en conséquence. Non. Sur ordre du président, nous avons déployé à la fois des agents humains et des technologies de pointe que nul autre service de renseignement au monde ne possède face à un défi redoutable. Eh bien, en gros, ce qu'ils font, ce n'était pas cet avertissement. Le directeur de la CIA, celui que l'on voit là, John Ratcliffe, parle du sauvetage de l'aviateur disparu en suivant les instructions du président. Il dit « Nous avons déployé à la fois des ressources humaines et des technologies sophistiquées qu'aucun autre service de renseignement au monde ne possède, afin de relever le défi formidable comparable à la recherche d'un seul grain de sable au milieu du désert. » Il dit « Eh bien, c'est sûrement un message qui a été rédigé par Trump lui-même, non ? Mais bon, c'est ça le message, non ? Bien sûr, avec tout ce qui s'est passé. » Tu t'accroches, toi, à la nouvelle qui a eu le plus d'importance et qui n'est pas négative. Dans ce cas, cette nouvelle positive concerne tout ce qui se passe pour récupérer un soldat américain. Eh bien, pour Trump, c'est évidemment une bonne nouvelle. Alors, il semblait que ça allait être quelque chose de nouveau. Du moins dans ce premier message que je vois, non, mais il y a d'autres messages. Voyons voir ce qui a été dit d'autre, ce qui a été ajouté. Mais bon, il a commencé avec ça. Ici, nous avons donc un peu plus de choses sur ce à quoi il a réagi, parce que Trump a évidemment aussi parlé, n'est-ce pas ? Écoutons cette autre partie du message. Nous devons trouver la personne responsable de la fuite, car elle est malade. Il n'a sans doute pas réalisé la gravité de la situation. Je ne peux pas imaginer que cette personne l'ait fait, mais nous allons le découvrir. C'est une question de sécurité nationale et la personne qui a écrit l'article ira en prison s'il ne parle pas et si ce n'est pas le cas. Bon, voyons, il dit ce qui suit. Il dit que le président Donald Trump a annoncé qu'il a menacé d'emprisonner un journaliste à cause d'une fuite liée à une mission militaire à haut risque pour secourir le pilote de l'appareil abattu. C'est-à-dire que le journaliste a divulgué trop d'informations, ce qui aurait pu mettre en danger le pilote, du moins selon ce que dit Donald Trump, non, et qu'ils vont enquêter là-dessus. Il pourrait même y avoir une peine de prison, d'après ce qui est rapporté. Il y a aussi un autre message donné par Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. Écoutons ce qui suit. Capable d'activer son transpondeur d'urgence. Son premier message était simple et puissant. Il a envoyé un message. Dieu est bon. Dans ce moment d'isolement et de danger, sa foi et son esprit combatif ont brillé. Vous voyez, abattu un vendredi. Vendredi saint, caché dans une grotte, une crevasse. Tout le samedi. Et sauvé. Le premier message que le pilote a donné disait « Dieu est bon ». Le message que l'aviateur américain abattu en Iran a envoyé depuis son transpondeur d'urgence après que son avion a été abattu vendredi ajoutait qu'aucune vie américaine n'avait été perdue lors de la mission de sauvetage, a déclaré le secrétaire à la défense Pete Hegseth. Demandez à n'importe quel soldat iranien qui a osé s'approcher de ce pilote avant ou pendant la mission, dit Hegseth. Il est écrit la mort venue du ciel, a dit Pete Hegseth. Ce message, eh bien, une partie de ces réactions qui se produisent depuis quelques minutes à Washington dit aussi ce qui suit. Écoutons Donald Trump. Parler de « oh, la liberté pour l'Iran ». Ils ne vous disent pas les vrais faits. Femmes, hommes, homosexuels. Et les homosexuels en Iran, ils tuent les homosexuels. Ils les jettent du haut des immeubles. Alors je me demande ce qui se passe. Je ne peux que dire ceci. Le président Trump affirme que les Iraniens incitent à poursuivre les attaques américaines contre l'Iran. C'est-à-dire que, eh bien, le peuple iranien demande qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec le régime.
même si cela représente un risque pour leur vie, car ils courent un danger bien plus grand. Il a également critiqué l'appel des progressistes en faveur de la liberté pour l'Iran. Il affirme donc, qu'ils disent « Voyons, pourquoi ne demandent-ils pas la liberté pour les femmes, pour la communauté LGTB, pour la communauté gay en Iran, alors qu'eux ne vivent pas libres ?» Ça peut sembler une blague, mais c'est la réalité. Ce que vivent les Iraniens est terrifiant. Maintenant, si cela justifie une guerre, là, évidemment, on peut entrer dans un débat, mais ce qui a été constaté. Et il y a eu énormément d'images qui sont arrivées, des manifestations qui ont eu lieu bien avant que cela ne devienne une guerre. Il est évident qu'il y a eu un grand nombre d'Iraniens qui, depuis longtemps, réclament la liberté pour ce pays. C'est aussi un autre point que Donald Trump aborde à ce sujet. Aussi, dans tout cela, et je pense que c'est là que ce sujet devient plus intéressant, c'est ce que dit le général King, car au final, ce sont eux. Les généraux ne sont pas vraiment ceux qui voilent la réalité telle qu'elle est. Écoutons d'abord ce qu'il dit, puis nous passerons aux commentaires complets. Nous n'allons pas écouter. Survivre et revenir. Ils ont toujours su qu'on nous ordonnerait d'aller les chercher, et ils ont toujours su que nous viendrions les chercher. Ces deux opérations reflètent l'obligation la plus sacrée de notre nation envers nos militaires. Nous ne laissons personne derrière. Que Dieu vous bénisse. Nous ne laissons personne derrière, c'est ça. Quelqu'un a éternué et il lui a dit « Que Dieu te bénisse. Santé ». Ce n'est pas ce qu'on dit aux États-Unis quand quelqu'un éternue, mais ça me fait rire parce que c'est lui. Le général, très sérieux, interrompt son action pour dire « Que Dieu te bénisse » après un éternuement, puis reprend. D'accord, mais ces deux opérations reflètent l'obligation la plus sacrée, dit-il, de notre nation envers les membres de nos forces armées. Non. Nous ne laissons personne derrière, dit le général Dan Kane, le président de l'état-major interarmé, à propos de la mission de recherche et de sauvetage d'un aviateur américain abattu en Iran. Kane a affirmé que l'opération sert de rappel clair de la capacité et de la volonté des forces interarmées des États-Unis. Il a ajouté « Les États-Unis récupéreront leurs soldats partout dans le monde, quelles que soient les circonstances, lorsque nous le souhaitons, dit-il. » Voilà. Et le même général, c'est un message qui se concentre, si vous regardez bien, sur le fait que le conflit est là, que le conflit continue et qu'il semble qu'on cherche à convaincre que cela doit se prolonger. Non, c'est du moins ce qu'on essaie de faire. Il dit aussi ce qui suit. Voyons, il me semble que non. Il me semble que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. À part ça, comment ça va ? Ça vient juste de sortir, non ? Voyons voir s'il s'est dit autre chose. On va continuer à vérifier, non ? En attendant, on continue ici avec les commentaires et tout ça. Laissez-moi juste vérifier si on n'a pas d'image en attente, d'accord ? Il me semble que non, n'est-ce pas ? Là, il semble que ce soit un rapport, mais on en parlera plus tard parce qu'on l'analyse encore au sujet du général disparu là-bas au Nouveau-Mexique. Un général, jusqu'à présent, il n'a pas. Il n'y a aucune trace de lui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est un général qui, du moins jusqu'à maintenant. La question est de savoir si cela est lié à des affaires sur lesquelles il a enquêté ou des sujets liés à l'électronique, aux avancées électroniques, aux progrès satellitaires que la force aérienne elle-même a réalisés. Il faut se rappeler qu'il était responsable pendant des années du laboratoire militaire, considéré comme le plus important ou l'un des plus importants. L'un des plus importants du Pentagone, donc nous allons voir une figure éminente, c'est important, cela reste pour l'instant un mystère. On en reparlera plus tard. Comme nous serons déjà là-dedans, nous verrons aussi comment avance la mission Artemis II, qui est aussi un sujet historique, n'est-ce pas ? Bon, passons aux commentaires. Au revoir. Salutations à tous, comment vas-tu Francisco ? Ninagos, bonjour à toi. Hannibal, comment vas-tu ? Salutations à toute la communauté. Merci beaucoup. Patro qui est avec nous, qui partage, qui met un like. Merci beaucoup pour cela. Rosa, comment vas-tu ? Rosa74, bonjour. Maria Elena, Onofre. Un grand salut. Regarde, il écrit « Bonjour à toute la communauté, ici, comme tous les jours, présent depuis Tehuacan, Puebla. Tout influence la hausse des prix des légumes et des aliments. Le prix de la viande est exorbitant. » Ce n'était donc pas qu'une impression.
Figure-toi que cette fois où nous sommes allés au supermarché. Oui, nous avons remarqué ça, il y avait certains morceaux dont les prix ont vraiment explosé, ça nous a surpris. Mais on s'est dit, bon, est-ce que c'était juste temporaire ou quelque chose comme ça? Pas tout, mais il semble bien que toute la viande. On dirait que oui, les prix ont vraiment augmenté. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un d'autre l'a remarqué. Cindy, comment vas-tu? Bonjour. Eliseo Mariano, comment vas-tu? Et Yesenia dit, comment vas-tu? Énorme salutation aussi. Patrick, comment ça va? Omar. Un grand bonjour jusqu'à New York. Comment va Omar? Comment allez-vous tous les deux là-bas? Eliseo, qui d'autre est là-bas? Merci à toute la communauté. On vous tiendra informé sur d'autres sujets bientôt, d'accord? Nous reviendrons sûrement tout à l'heure, mais sinon, souvenez-vous que le soir aussi, nous diffusons tout le résumé des informations. Pour toute information importante ou urgente, nous publions de courts clips en ligne pour vous tenir informés. Suivez-nous sur Telegram, sur Instagram, sur Facebook, vous savez déjà tout ça, non? Super. Christopher dit « Aujourd'hui commence la guerre mondiale ». Christophe dit « Espérons que non, Christophe. Mais oui, peut-être qu'au moins un durcissement pourrait arriver, non? » Salut José Zaraté, comment vas-tu? Il dit aussi ici que la viande était très chère. José dit « Allons vivre en Argentine ». Je sais, n'est-ce pas José? Diego dit « Comment ça va? Ici au Honduras, on attend de voir ce qui va arriver demain. » Diego, attends, ce n'est pas demain, mais dans les prochaines heures, non? Parce que là, on va regarder l'heure de l'Iran tout de suite, voyons. L'heure de l'Iran. Il est 22h23 minuit, donc dans 2 heures pour eux, c'est déjà demain. Enfin, dans 2 heures, le délai sera écoulé. Donc, et si ça doit arriver, ça arrivera la nuit. Donc peut-être que tout à l'heure, on verra des actions là-bas. Non, il fait déjà nuit là-bas. C'est-à-dire, il fait déjà nuit, il est déjà 22 heures, je vois difficilement qu'il publie un autre communiqué. Ce qui suit maintenant, ce sont plutôt de possibles opérations, non? Des deux côtés, donc restons attentifs, on se revoit plus tard. Merci de m'avoir accompagné, salut à toute la communauté. Si tu veux aider la chaîne, tu sais, laisse un pouce bleu. C'est gratuit et tout le monde peut le faire. Et ça aide énormément la chaîne. Et si tu veux aider encore plus, eh bien, il y a le super chat, il y a les abonnements et tout ça, non? Un grand salut, portez-vous bien. À plus tard. À bientôt.